Ça fait plus d'un siècle que cette arnaque elle dure. Aujourd'hui, on parle de Charles Ponzi, l'homme à l'origine des incroyables pyramides de Ponzi, un système monétaire méconnu dans de nombreux pays et surtout illégal. En gros, c'est une escroquerie dans laquelle les investisseurs existants sont uniquement rémunérés grâce à l'argent apporté par les investisseurs entrants. Donc, il faut de plus en plus de nouveaux investisseurs pour remplir les poches des investisseurs en haut de la pyramide. Et la plupart du temps, tout s'effondre quand le système n'arrive plus à trouver de nouvelles recrues et qu'il n'y a plus d'assez d'argent en caisse pour rémunérer les premiers. Un bon système bien merdique, ouais. On trouve les traces de cette arnaque bien avant Charles Ponzi lui-même, mais c'est vraiment Monsieur Ponzi qui va définir l'arnaque du système pyramidal tel qu'on la connaît aujourd'hui. Charles était à la tête de l'une des plus grosses sociétés d'investissement des États-Unis. Il brassait des millions de dollars chaque jour et des foules entières faisaient littéralement la queue pour lui donner de l'argent, sans savoir que la quasi-totalité du business de Ponzi était montée sur une arnaque. Une arnaque très profitable pour Ponzi, mais qui ruinera la vie de milliers d'innocents. Une arnaque tellement choquante que même encore aujourd'hui, presque 100 ans plus tard, qu'elle portera le nom de son créateur. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Charles Ponzi, l'homme qui a arnaqué le monde. Charles Ponzi est né à Lugo, dans un petit village d'Italie, en 1882. Il a grandi dans une famille aisée, mais qui a perdu quasiment tout son argent à cause de nombreuses dettes. Voyant sa famille dans une détresse financière, Charles va vite se fixer un objectif clair et précis. Il veut devenir riche. Son prénom de naissance est Carlo et il se fera appeler Charles dès 1904 pour faciliter l'intégration dans les pays anglo-saxons où il va déposer ses valises. Il se présentait parfois sous le nom de Charles P. Blanchet ou Charles Ponchi, mais de toute façon, à partir de maintenant, prenez tout ce que je vais vous dire avec modération. Parce que la majorité des informations sur la vie de Charles Ponzi est tirée soit d'interviews ou soit de son autobiographie, qui est très modestement titrée The Rise of Charles Ponzi, The Autobiography of the Financial Genius. Tranquille. Charles Ponzi était connu pour sa force de persuasion et pour son charisme, mais aussi pour sa proportion à modifier la vérité à son avantage. Il grandit dans un climat de précarité et il va commencer à travailler comme facteur pour se faire un peu d'argent. On est au début des années 1900 et à l'époque, c'est assez banal de voir des Italiens immigrer aux États-Unis pour poursuivre le rêve américain et ensuite revenir dans les pays d'origine immensément riches. La famille de Charles l'encourage à suivre cette voie et surtout à redorer le blason de ses ancêtres. Et c'est ainsi qu'en novembre 1903, il débarque à Boston, aux USA, par bateau à bord du SS Vancouver avec seulement $1,50 en poche. C'est qu'en 1904 qu'il va décider d'abandonner son nom de naissance, Carlo, pour devenir Charles Ponzi, pour mieux s'imprégner de la culture américaine et vivre à fond son rêve américain. Mais ça ne sera pas suffisant pour se démarquer du lot, parce que Charles ne parle pas très bien anglais, il n'a pas d'argent et il n'a pas de contact pour l'aider à évoluer dans un pays étranger encore nouveau pour lui. Il va quand même réussir à trouver un job dans la plonge d'un restaurant avant de monter les échelons et de devenir serveur. Il avait quand même pour ambition de faire fortune rapidement et du coup, il va mettre en place sa première arnaque qui consistait à voler les clients en récupérant leur monnaie pour son unique profit. Le restaurant va se rendre compte de la supercherie et il se fera virer. En 1907, après plusieurs petites communes dans le même genre qui ont finalement tous échoué et pour fuir la crise financière qui touche les USA, il décide de se barrer au Canada. Il va arriver à Montréal à l'âge de 25 ans et en arrivant, il va entendre parler d'un compatriote immigré italien qui avait réussi à s'implanter en Amérique grâce au commerce de tabac. Ce mec, c'est Luigi Zarossi et ce Luigi est surtout le fondateur de la Banque Zarossi, une institution bancaire pour les Italiens qui ont immigré sur le territoire américain. Charles va tout faire pour rencontrer Luigi. Il va se présenter à lui sur un autre pseudonyme, en Charles P. Blanchet, en se créant une fausse identité et surtout en prétendant faire partie d'une famille fortunée fictive et ainsi qu'une fausse expérience dans le milieu bancaire. Luigi, très impressionné, va l'embaucher en tant que caissier au début, avant de commencer à l'assigner des fonctions plus importantes. Et c'est en travaillant pour Luigi que Charles va découvrir les bases qui lui servira plus tard pour ses arnaques. La banque Zarossi attirait énormément de clients en les faisant miroiter un taux de 6% d'intérêt alors que les banques sont plutôt autour de 2%. Et Charles, il est futé. Il va comprendre assez vite qu'il y a un seul moyen qui permet à ce que la banque de Luigi puisse proposer un taux d'intérêt aussi élevé et écraser la concurrence. Il prend l'argent des nouveaux clients pour les donner à ceux qui viennent à sa banque pour faire des retraits. Le problème avec ce système est que si tout le monde décide de retirer son argent au même moment, la banque Zarossi ferait immédiatement faillite.
L'année suivante, on est en 1908. Les clients commencent à se douter de quelque chose. Ils vont commencer à poser des questions à Luigi. Une enquête va alors être ouverte sur la banque Zarossi. Luigi, qui sent que tout le château de cartes va bientôt s'effondrer, il décide de se barrer au Mexique, en vidant au passage les caisses de la banque et en laissant tout derrière lui. Mais Charles, lui, il ne veut pas plonger pour les conneries de son patron. On ne peut pas lui en vouloir pour ça. Alors, il va vouloir retourner aux États-Unis, mais en repartant, il va avoir une idée stupide. Genre l'idée la plus stupide à ne pas faire. Il va se faire un chèque avec le chéquier d'un ancien client de la banque Zarossi en destination de la Canadian Warehouse Company. Ponzi va prendre le chèque du manager de la banque et va se faire un chèque à lui-même d'un montant de 423,58 $, tranquille en détente, en prenant soin d'imiter la signature du boss de l'entreprise. Et comme vous vous en doutez, il va se faire démasquer et avouera sa culpabilité rapidement et va faire 20 mois de prison à Montréal avant d'être relâché. Mais Charles, lui, il est intenable. Il va à nouveau se faire arrêter 3 mois plus tard pour avoir tenté de faire passer des ouvriers italiens du Canada vers les États-Unis, de manière illégale évidemment. Il ira de nouveau en prison vers 1911, mais cette fois-ci dans une prison d'Atlanta, où il purgera une peine de 24 mois. À sa sortie de prison, il décide de repartir pour le pays de l'oncle Sam. Et il se met en quête de travail et de thunes évidemment, faut pas déconner. C'est en cette période qu'il va rencontrer une jeune femme, Rose Maria Gecko, une Italienne dont la famille avait immigré aux États-Unis. Et quelques mois plus tard, il va la demander en mariage, en prenant bien soin de cacher à Rose son passé carcéral et toutes ses années en prison. Mais il va être balancé par sa mère qui va envoyer une lettre à Rose pour l'informer du passé douteux de son fils. Mais malgré ces révélations, Rose décide quand même d'épouser Charles en 1918. Et lui, il va travailler entre autres dans la petite épicerie de son beau-père. Mais ça ne lui suffit plus. Ponzi, lui, il veut devenir riche, très riche. Et c'est à partir de ce moment que Charles va commencer à mettre en place le fameux système qu'on connaît encore aujourd'hui de la pyramide de Ponzi. Un matin d'août 1919, lors d'un échange professionnel avec des correspondants en Europe, Charles va regarder son courrier et il va tomber sur une lettre venant d'Espagne, un coupon-réponse international qui permet à l'expéditeur d'une lettre de fournir à son destinataire, qui est à l'occurrence à l'étranger, le moyen de lui répondre en obtenant un thème gratuitement. Vous pouvez échanger le coupon dans n'importe quel bureau de poste. Et Charles, lui, il va voir en ce système un moyen inespéré de se faire énormément d'argent rapidement. Il va commencer à pratiquer l'arbitrage financier, une opération financière qui est destinée à se faire de l'argent en spéculant sur les écarts temporaires de prix constatés entre différents actifs. Et à l'occurrence, les actifs ici sont les fameux coupons-réponses. Comme ils n'ont pas les mêmes valeurs en fonction du pays dans lequel on achète, Charles n'avait qu'à acheter au prix le plus bas pour les revendre dans les pays où les prix étaient les plus hauts. Et s'il achetait une grande quantité sur le marché européen et le revendait aux États-Unis, il estimait que ses profits pouvaient aller jusqu'à 500% de la somme investie dans le projet. L'arbitrage en soi, c'est et ce n'est pas toujours illégal. S'il avait décidé de s'en tenir qu'à ça, il n'aurait pas eu de problème. Mais vous connaissez Charles, il est ambitieux, il en veut toujours plus. Pour acheter autant de coupons en Europe, Charles doit d'abord trouver des capitaux. Et avec 900 $ provenant d'un emprunt, l'équivalent de 15 000 $ de nos jours, il va fonder sa propre société au début des années 1920, la Securities Exchange Company. Avec un petit bureau à Boston et à l'aide innée de son sens de la persuasion, il commence tout doucement à démarcher des amis et des connaissances. Et c'est à partir de ce moment que les choses évoluent. La proposition de Charles est simple et précise. Si les investisseurs acceptent de marcher, il leur promet un intérêt de 50% à 45 jours. Ou alors, il doublera littéralement leur mise de départ à 90 jours. Ça signifie que si vous lui confiez 100 $, il vous rendra 150 $ au bout de 1 mois et demi et 200 $ au bout de 3 mois seulement. Et avec une proposition aussi alléchante, naturellement, tout le monde va réinvestir sa mise de départ direct. C'est obligé. Quand tu es dans un système comme ça et que tu gagnes 300 balles, tu vas vouloir réinvestir pour gagner 600 balles. Et ainsi de suite, les investisseurs débarquaient de 4 coins de Boston pour faire affaire avec Charles et les sommes enregistrées se comptent en millions. Comment? Et en plus de ça, les investisseurs satisfaits vont à leur tour parler à d'autres investisseurs potentiels, pensant répandre la bonne parole qu'ils avaient trouvé le bon plan pour gagner facilement et rapidement de l'argent, ce qui alimente encore plus la machine et permet de faire grandir artificiellement les retours d'investissement de façade. Parce qu'on rappelle, Charles gagnait des millions sans brouiller le petit doigt. Un système simple, agressif et diablement efficace
qui est encore aujourd'hui très utilisé, surtout sur Internet. Et comme le bouche à oreille fonctionne extrêmement bien dans ce genre d'affaires, de plus en plus de personnes intéressées par autant d'argent gratuit se pressent pour avoir leur part du gâteau. Et si plus de personnes investissent, Charles lui se met plein les poches. Entre février et mars 1920, les investissements dans sa société montent à plus de 29 000 $. Et pour l'époque, c'est énorme parce qu'avec l'inflation, ça équivaudrait à 400 000 $ de 2024. La machine est lancée. Charles va faire fortune en quelques mois seulement. Et son nom commence à résonner dans les marchés financiers. Vous vous souvenez encore du plan de base? C'était quand même d'acheter des coupons dans les pays européens pour les vendre plus cher aux États-Unis. Mais Charles a très vite abandonné cette idée parce qu'il n'a pas pris en compte un petit détail. La marge qu'il prenait sur l'achat-revente était inférieure aux frais de livraison des coupons. Puis encore, c'était trop suspect au niveau des autorités. Et en plus, il n'y avait pas assez de coupons sur toute la planète pour lui permettre de rentrer dans ses frais. Il a menti aux investisseurs puisqu'il n'a jamais pris leur argent pour acheter des coupons en Europe. Et au final, il opte pour garder l'argent des nouveaux investisseurs pour lui et donner le reste aux investisseurs en haut de la file. Et à chaque fois, quand quelqu'un lui demandait les mécanismes derrière son projet, il répondait qu'il ne pouvait pas divulguer ses secrets pour ne pas attirer de potentiels concurrents. C'est pratique. Et comme tous les investisseurs recevaient leur argent décuplé, est-ce qu'ils avaient vraiment intérêt à se poser des questions? On est en plein dans un système pyramidal comme on les connaît aujourd'hui. Et Charles, lui, il n'est pas fou. Il sait pertinemment que ce système n'est pas viable du tout, mais il espère quand même réaliser des investissements bancaires et immobiliers avec l'argent qu'il fait entrer, dans le but de colmater les brèches de son arnaque. Mais d'un côté, ce qui est terrible, c'est que c'est pas si une mauvaise idée. S'il réussit à créer un truc rentable en dehors de son arnaque, ça peut passer. Et si Charles s'était concentré plutôt sur les mathématiques, les calculs sont pas... il aurait compris plus tôt qu'un système comme ça allait croître de manière exponentielle et créer un effet boule de neige. Seuls les investissements de plus en plus nombreux pourraient le permettre de sortir d'un tel état frauduleux et rentrer dans le droit chemin. Imaginons que Charles réussisse à attirer des investisseurs en leur promettant des mises de départ doublées au bout de 3 mois. Si 100 personnes investissent 100 $ chacune, soit un total de 10 000 $, alors il devra trouver 20 000 $ à leur restituer au bout de 3 mois. Donc il devra recruter 200 nouveaux investisseurs qui mettront 100 $ comme mise de départ et au bout de 3 mois supplémentaires, il devra trouver 40 000 $. Il devra encore recruter 400 personnes prêtes à mettre leur argent dans un tel système frauduleux. Vous comprenez l'effet boule de neige? Parce qu'à un moment donné, il faudra qu'il trouve de plus en plus d'argent pour rembourser les gens et surtout, il n'y aura plus aucun nouveau investisseur à aller chercher. Et si on y réfléchit, il faudra que Charles puisse rembourser plus de 300 000 investisseurs d'un montant de 30 millions au bout de 3 ans. C'est énorme. C'est pour ça que les systèmes pyramidaux sont incontrôlables et sont devenus illégaux depuis. Parce qu'ils ne sont pas durables dans le temps et qu'ils s'effondrent dès qu'il n'y a plus d'argent en caisse ou de nouvelles personnes à aller chercher. Charles, de son côté, il vit très bien. Il vivait enfin la vie qu'il avait toujours rêvé. Il va acheter un gigantesque manoir dans le Massachusetts, des vêtements luxueux, des voitures hors de prix. Il dépense son argent un peu partout et le Boston Post ira jusqu'à lui qualifier de génie de la finance. Ce qui va rajouter du crédit à sa démarche et fatalement ramener de plus en plus de nouveaux pigeons, des investisseurs. En début juillet 1920, c'est 30 000 clients qui ont déposé plus de 10 millions de $ au bureau de la compagnie de Charles. Charles va empocher en cette période une gigantesque somme de 1 million de $ par semaine. Mais en juin 1920, un analyste financier va sortir un article soulevant le véritable problème des systèmes pyramidaux. C'est impossible pour Charles de tenir sa promesse pour tous les investisseurs en aussi peu de temps. Le journaliste le sait et Charles n'apprécie pas qu'on essaie de salir sa réputation. Alors, il va directement attaquer le mec en justice pour diffamation et surprise, surprise, il va gagner le procès et ainsi que 200 000 $ de dommages et intérêts. Et même si Charles a gagné, la graine était déjà implantée dans la tête des gens. Et tout le monde se demandait comment un mec notoirement fauché a-t-il réussi à amasser une aussi grande fortune en aussi peu de temps. Mais le Boston Post ne lâche pas l'affaire et dès le 26 juillet 1920, ils vont sortir une série d'articles qui abordent les questions qui fâchent concernant toute la machine Ponzi. Toujours lancée dans leur élan, le Boston Post va engager le journaliste financier Clarence Barron pour enquêter sur l'arnaque de Charles. Et 3 jours plus tard, Clarence va sortir un article où il annonce que seulement 25 coupons postaux série sont en circulation aux États-Unis, soit 129 millions de coupons de moins qu'il aurait fallu à Charles pour rentabiliser l'argent des investisseurs. Les découvertes de Clarence va faire la une du Boston Post. Et vers fin juillet 1920, les investisseurs continuaient malgré la mauvaise presse à croire au système de Charles. Je vous l'ai dit, c'est un personnage très charismatique.
Et pour redorer son image, Charles décide alors d'engager le journaliste William McMaster comme agent, sauf que William, lui, il n'aime pas tellement les trucs qui puent le scam. Et il va comprendre très rapidement l'escroquerie de Charles Ponzi et se retourner contre son employeur. Il va dénoncer publiquement Charles dans la presse et il va mettre en lumière tout le système pyramidal de Ponzi. Il écrira que Charles est un idiot, il ne fait que fumer des cigares dans son bureau et raconter de la merde sur les coupons-réponses. Masterclass pour l'époque cette phrase. Dès août 1920, les agents du fisc mettent fin à l'arnaque de Charles Ponzi. Ils vont l'arrêter dans les locaux de sa société et grâce à l'article de William McMaster, on apprendra que Charles avait à minima plus de 2 millions de dettes et plus de 5 millions en comptant les intérêts qu'il devait à tout le monde. Le Boston Post va encore plus loin. Et le 11 août, le journal poste un autre article sur Charles pour ses activités à Montréal et notamment dans l'affaire de la banque Zarossi. Dans le frérot, il va être inculpé de plus de 83 chefs d'accusation et risque désormais la prison à vie. Il plaidera coupable le 1er novembre 1920 et il va être condamné à 5 ans de prison. Puis il va être libéré après 3 ans et demi et de nouveau condamné à 9 ans supplémentaires pour vol en octobre 1922. Il fera sa dernière sortie de prison en 1934 après avoir purgé la totalité de sa peine et sera finalement expulsé des États-Unis pour être renvoyé en Italie. Sa femme ne le suivra pas et elle restera à Boston, puis elle demandera le divorce en 1937. Une fois rentré dans son pays natal et redevenu pauvre, il essaie de lancer de petites arnaques par-ci par-là, mais rien de bien concluant. Il décide alors d'aménager au Brésil et c'est à cette période qu'il va commencer à écrire son autobiographie. Il va passer le reste de sa vie dans la pauvreté et son état de santé va se détériorer à tel point qu'il va mourir seul à Rio de Janeiro le 19 janvier 1949. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me laisser un like, ça soutient énormément la chaîne. Et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses de l'histoire incroyable de Charles Ponzi dans les commentaires. C'était Dranik, passez une bonne soirée. Ciao.